Mes souvenirs d'Aubagne sont peu nombreux, parce que je n'y vécu que 3 ans. Je vois d'abord une très haute fontaine, sous les platanes du cours, juste devant notre maison. C'est le monument que ses compatriotes élevèrent à notre abbé Barthélemy, considéré comme un homme de gauche à cause du voyage du jeune Anacharsis. Peu de personnes l'avaient lu, et beaucoup disaient, en toute bonne foi, le jeune anarchiste. Je l'ignorais évidemment à cette époque, mais j'écoutais avec ravissement la petite chanson de La Fontaine qui pépiait avec les moineaux. Je vois ensuite un plafond qui tombe sur moi à une vitesse vertigineuse, pendant que ma mère, horrifiée, crie « Henri, tu es idiot! Henri, je te défends !» C'est que mon oncle Henri, le frère de ma mère, me lance en l'air et me rattrape au vol. Je hurle d'angoisse, mais quand ma mère m'a repris dans ses bras, je crie « Encore! Encore !» Mon oncle Henri avait 30 ans, une jolie barbe brune, et il était mécanicien de machines à vapeur. Il travaillait à leur construction dans les ateliers des forges et chantiers, comme avait fait son père, ce grand-père maternel que je n'ai jamais connu. Celui-là était né à Coutances, vers 1845, et il s'appelait Guillaume Lanceau. Normand de pure race, il était venu à Marseille en faisant son tour de France. Ma grand-mère marseillaise lui plut, et y resta. À 24 ans, il avait déjà 3 enfants, dont ma mère était la petite dernière. Comme il savait bien son métier, et que la mer ne lui faisait pas peur, on l'envoya un jour à Rio de Janeiro pour dépanner un navire à vapeur dont la machine ne voulait plus repartir. Il arriva dans ce pays encore sauvage, sans vaccin d'aucune sorte. Il vit des gens qui mouraient de la fièvre jaune et, tout bêtement, il fit comme eux. Ses enfants n'avaient pas eu le temps de le connaître, et ma grand-mère, qui ne fut sa femme que pendant 4 années, n'a pas pu nous dire grand-chose, sinon qu'il était très grand, qu'il avait des yeux bleus de mer, des dents très blanches, qu'il était d'un blond tirant sur le roux, et qu'il riait d'un rien, comme les enfants. Je n'ai même pas sa photographie. Parfois, le soir, à la campagne, au coin du feu, je l'appelle. Mais il ne vient pas. Il doit être encore dans les Amériques. Alors, tout seul, en regardant danser les flammes, je pense à mon grand-père de 24 ans, qui mourut sans lunettes, avec toutes ses dents, sous une épaisse chevelure dorée, et je m'étonne d'être le si vieux petit-fils d'un grand jeune homme de Coutances. Un autre souvenir d'Aubagne, c'est la partie de boules sous les platanes du cours. Mon père, parmi d'autres géants, faisait des bonds prodigieux et lançait une masse de fer à des distances inimaginables. Parfois, il y avait de grands applaudissements. Puis les géants finissaient toujours par se disputer à cause d'une ficelle qu'ils s'arrachaient des mains, mais ils ne se battaient jamais. Le château de ma mère, de Marcel Pagnol. Quand je m'éveillai, le jour éclairait le trou de la lune, et Paul n'était plus dans son lit. J'ouvris la fenêtre, il pleuvait. Non pas un bel orage sonore et violet, mais une pluie innombrable, patiente, qui tombait en gouttes de silence. J'entendis soudain un bruit de roues, et je vis sortir, du coin de la maison, François, à la tête de son mulet, puis la charrette surmontée d'un parapluie grand ouvert. La tante Rose, enveloppée dans une couverture, s'abritait sous cet appareil. Elle était entourée de nos bagages et elle portait à gauche le petit coussin et à droite la petite sœur. J'en conclus que ma mère et Paul avaient refusé de prendre place sur le véhicule, qui était d'ailleurs très encombré. L'oncle Jules le suivait, sous un autre parapluie. Il
poussé sa bicyclette et je l'ai vu s'éloigner sur le triste chemin du retour. Je trouvais la famille autour de la table. En compagnie de Lily, elle déjeunait de grand appétit. Mon arrivée fut accueillie par une petite ovation. Mon père avait un drôle d'air. « Pour la dernière nuit, dit-il en riant, le chagrin ne t'a pas empêché de dormir ?»« Il a ronflé !» s'écria Paul. « Je lui ai un peu tiré les cheveux pour le réveiller, mais il ne l'a pas senti. »« Il s'est trop fatigué, dit mon père. Maintenant mange, parce qu'il est 9h du matin, et nous ne serons pas à la maison avant une bonne heure de l'après-midi, malgré le secours de l'omnibus du dimanche. » Je dévorais mes tartines. Devant Lily, j'étais honteux de mon échec, et je ne le regardais qu'à la dérobée. Comme je ne savais que dire, je demandai « Pourquoi les autres sont déjà partis ?»« Parce que François doit porter ses légumes aux 4 saisons avant 10h, dit ma mère. Tante Rose nous attendra chez Durbeck à l'omnibus. » Nous partîmes sous la pluie, dans nos pèlerines. Lily, sous un sac, voulut absolument nous accompagner. Des petits ruisseaux coulaient dans les ornières. Tous les bruits étaient amortis. Nous ne rencontrâmes personne. Au pied du village, devant le portail vert, l'omnibus attendait. La tante Rose y était déjà installée avec les enfants, au milieu d'une foule de paysans endimanchés. C'était une longue voiture verte et de son toit pendaient de courts rideaux de toile ornés d'une frange de ficelle. Les 2 chevaux piaffaient et le cocher, sous une pèlerine grise et un chapeau de toile ciré, sonnait de l'olifant pour appeler les retardataires. Nous fîmes nos adieux à Lily sous les yeux des voyageurs. Ma mère l'embrassa, ce qui le fit rougir une fois de plus, puis ce fut le tour de Paul. Comme je secouais sa main virilement, je vis des larmes dans ses yeux, tandis que sa bouche faisait une petite grimace. Mon père s'avança. « Allons, dit-il, tu ne vas pas pleurer comme un bébé devant tous ces gens qui vous regardent. » Mais Lily baissait la tête sous son sac, et il grattait la terre avec la pointe de son soulier. Moi aussi, j'avais envie de pleurer. « Il faut bien comprendre, dit mon père, que dans la vie, il n'y a pas que des amusements. Moi aussi, je voudrais bien rester ici et vivre dans la colline, même dans une grotte, même tout seul, comme un ermite. Mais on ne peut pas toujours faire ce qui vous plaît. » L'allusion à un ermite me frappa. Et je compris que c'était une idée bien naturelle, puisque je l'avais eue. Il continua. « Au mois de juin prochain, Marcel va se présenter à un examen très important, et il aura beaucoup à faire cette année, et surtout pour l'orthographe. Il met 2 L à affoler, et je parie qu'il ne saurait pas écrire ermite. » Je sentis que je rougissais, mais mon inquiétude ne dura qu'une seconde. Il ne pouvait pas avoir lu ma lettre, puisque je l'avais retrouvée à sa place. Et d'autre part, s'il l'avait lu, on en aurait grandement parlé dès mon retour. D'ailleurs, il continua tout naturellement. Il a donc besoin d'un travail assidu. S'il est sérieux, s'il fait des progrès rapides, nous reviendrons pour la Noël, pour le Mardi Gras et pour Pâques. Allons, ne pleurnichez pas devant tout le monde et serrez-vous la main comme 2 chasseurs que vous êtes. Au revoir, petit Lily. N'oublie pas que tu t'approches peu à peu de ton certificat d'études et qu'un paysan instruit en vaut 2 ou 3. Il allait sans doute continuer son homélie lorsque le cocher souffla dans sa corne sur un ton impérieux et fit claquer son fouet 2 fois. Nous montâmes en hâte. La dernière banquette qui tourne le dos aux chevaux était vide. Comme ma mère et Paul avaient des nausées quand on les transportait à reculons, la famille s'installa au milieu des paysans, tandis que j'allais m'asseoir à l'arrière, tout seul. Le frein fut desserré et nous partîmes au petit trot. Il pleuvait toujours. Le cou rentrait dans les épaules comme ramassé sur moi-même, je mordillais un brin de menthe.
Ma main, dans ma poche, serrait un piège qui n'avait plus sa valeur meurtrière, mais qui devenait un objet sacré, une relique, une promesse. Au loin se dressait éternelle la masse bleue du Taoumé, bien-aimé, qui dominait le cercle des collines à travers le flou de la pluie. Je pensais aux sorbiers tordus sous la barre de baume sourne, aux gouttes tâtantes de fond bréguette, aux 3 petites mouches vibrantes dans le vallon de Précatory. Je pensais au tapis de thym de la Pondrane, au térébinthe plein d'oiseaux, à la pierre de la musique, à la douce lavande du gravier de Garrigue. De chaque côté de l'étroite route, 2 murs de pierre nue d'où pendaient des parétères trempés, fuyaient sans fin sous la pluie. La haute guimbarde craquait, les jantes de fer écrasaient le gravier, le trot des chevaux teintait sur les pierres, la mèche du fouet claquait lourdement comme les petits pétards mouillés. On m'emportait de ma patrie, et de douces gouttes de pluie pleuraient pour moi sur mon visage. Je ne partais pas vers un but, avec ma poitrine et mon front. Solitaire, dans un désespoir incommunicable, au son cadencé des sabots, je m'enfonçais dans l'avenir à reculons, comme la reine Brunehaut traînait longuement sur les pierres, ses cheveux blonds tressés à la queue d'un cheval. Ce beau Saint-Rond est une colline, de Jean Giono. Je ne pourrai jamais retrouver le vrai visage de ma terre. Cet œil pur des enfants, je ne l'ai plus. Quand j'étais tout petit, je jouais, puis j'avais faim. Ma mère taillait alors une plate tartine de pain, elle la saupoudrait de sel, elle l'arrosait d'huile par un large huit de la burette penchée. Et elle me disait « Mange !» Ce sel, il me suffisait de humer le vent odysséen. Il était là, avec l'odeur de la mer. Ce pain, cette huile, les voilà tout autour dans ces champs de blé vert dessous les oliviers. Ainsi s'est aiguisée de longue habitude l'ardente faim de mon cœur. Jamais assez de ce pain, jamais assez de ce sel, de cette huile, ma mère. Avec mes joies, avec mes peines, j'ai mâché les quignons de ma terre. Et maintenant, la ligne où se fait le juste départ, la ligne au-delà de laquelle je cesse d'être moi pour devenir houle ondulée des collines, la ligne est cachée sous la frondaison de mes veines et de mes artères, dans le branchage de mes muscles, dans l'herbe de mon sang, dans ce grand sang vert qui bout sous la toison des olivets et sous le poil de ma poitrine. Ce beau Saint-Rond est une colline. Sa vieille terre ne porte que des vergers sombres. Au printemps, un amandier solitaire s'éclaire soudain d'un feu blanc. Au printemps, un amandier solitaire s'éclaire soudain d'un feu blanc, puis s'éteint. Du haut ciel, le vent plonge. La flèche de ses mains jointes fend les nuages. D'un coup de talon, il écrase les arbres et il remonte. Parfois, un aigle roux redescend des Alpes, mais l'air des plaines proches ne le porte plus. Il nage à grands coups d'aile et il crie comme un oiseau naufragé. Si on quitte le chemin, il y a des olivets envahis par les roses. C'est comme une peau de bélier qu'on a jetée sur les arbres. C'est épais et ça saigne. On a chaud là-dessous d'une lourde chaleur de laine. L'herbe sue. Pour sortir de cette ombre, il faut s'écorcher les mains. Un mois après, on retrouve une rose séchée dans sa poche. De grands talus se chauffent au midi, fleuris de serpents immobiles.
Les lézards sont épais comme le bras. Ils dorment au soleil puis sautent, happent et mâchent longuement des abeilles à goût de miel. Ils en pleurent des larmes d'or qui grésillent sur la pierre brûlante. La lagrimuse est toute grise, avec des pattes comme un fil, une queue qui semble une ombre. Mais elle a un cœur énorme, un cœur déchaîné dans elle, comme un orage, et elle en est là, palpitante. Un mariage de gros frelons assomme les scabieuses de son vol aveugle. Les sauterelles se déclenchent et passent toutes éperdues dans un seau, puis elles ouvrent leurs ailes rouges. Une caravane de fourmis, large comme une route d'hommes, coule sous les feuilles. Une procession de chenilles adore lentement un pain dans ses spirales. Une maison, au mur en coque de noix, bombée et ocre, craque doucement, écrasée sous sa charge de tuiles, de poutres et de soleil. L'ombre transparente des oliviers tient dans sa toile d'araignée la sieste d'une toute petite fille. Elle dort dans l'herbe chaude. Elle a remonté toutes ses robettes et, sans ouvrir les yeux, elle gratte à pleines griffes son ventre sucé par les mouches. Un chevreau lutte avec une guêpe. L'odeur du thym fume jusqu'à la lune. Un beau nuage s'est envasé dans un bras mort du vent. Il ne peut plus arracher sa proue de l'azur immobile et, à bout de force, il ondule lentement de la poupe.